Alors, nous allons donc démarrer cette table ronde intitulée Parcours d'auteur, tous les chemins mènent à la BD. Alors, l'occasion pour vous de découvrir ou de peut-être redécouvrir certains auteurs que vous pensiez connaître, mais qui vont vous faire découvrir leur métier vraiment de manière finalement beaucoup plus intime et prolonger un petit peu l'expérience de lecture que vous avez pu avoir éventuellement à travers leurs albums. Donc, cette table ronde va démarrer d'ici 30 secondes. Je vous informe que vous aurez le privilège, pendant cette discussion à bâton rompu qui va démarrer, de suivre en direct la réalisation de planches totalement inédites de la série Rosencrow, donc qui est dessinée par Lise Garçon qui est là. Ce n'est pas un hasard puisque la présidente du festival et accessoirement scénariste de Rosencrow, Amélie Sarne, est sur le plateau de cette table ronde, donc intitulée Parcours d'auteur, tous les chemins mènent à la BD. Merci au Festival BD Pyrénées de nous avoir permis de réaliser cette conférence. Donc, je me présente, Gabriel Blaise du journal Sud-Ouest. On a eu l'idée de cette conférence à la suite d'une série de portraits d'auteurs qu'on a réalisés dans le journal, qui sont sortis dans Sud-Ouest dimanche. Donc il y en a 5 qui sont déjà sortis, il y en a encore un par mois jusqu'à la fin de l'année, sur le thème des auteurs béarnais, qu'ils soient scénaristes ou illustrateurs. On a eu Philippe, on a eu Cédric, on a eu Fabien, on a eu Lucie Mazel qui n'est pas là, on en aura bien d'autres. Et merci à tous d'avoir accepté de venir ici. L'idée du thème de cet échange, c'est de pouvoir parler de vos parcours, évidemment de vos BD en cours également, mais un petit peu de savoir qu'est-ce qui vous a amené dans ce métier. Donc je propose tout simplement un tour de table, vous vous présentez et un petit mot sur vos débuts dans la pratique. Bonjour. Bon, ben moi, c'est Fred Campoy, auteur de BD palois. Depuis, ça va faire 25 ans que je fais de la bande dessinée maintenant. Donc, ça commence à faire. Voilà, ben moi, j'ai démarré. En fait, moi, la BD, c'est un rêve d'enfant. Alors, je parle aux gens, mais je parle à qui? Je parle à toi? On s'en fiche? On s'en fiche. Voilà, c'est un rêve d'enfant. Moi, depuis tout petit, je rêvais de faire de la bande dessinée. Je lisais bien sûr Picsou, Spirou, Astérix, etc. Et je dessinais tout le temps avec mes frères. Et alors, enfant, évidemment, à 8-9 ans, je me disais, tiens, je vais devenir dessinateur de bande dessinée, sans savoir du tout comment ça marchait. Et donc, petit à petit, j'ai essayé de me renseigner. Je me souviens, quand j'étais ado au collège, j'essayais de voir les fiches de métier. Et il n'y avait pas auteur de bande dessinée. Donc, c'était un petit peu embêtant. Et puis, bon, il y avait le festival d'Angoulême qui a été important dans le sens où le premier festival d'Angoulême, j'ai été le faire quand j'avais 16 ans. Donc j'étais en première, je me souviens. Et j'avais loupé les cours pour aller au festival. J'avais fait croire à mes profs que j'étais malade. J'avais fait un mot le lundi. Sauf que j'ai une prof d'espagnol qui m'avait vu à la télé. Parce qu'en passant comme ça à Angoulême, elle m'avait remarqué, donc elle m'avait grillé. Mais en tout cas, j'ai su qu'à Angoulême, il y avait une école de bande dessinée. Donc j'ai dit, je vais tout faire pour rentrer dans cette école de BD. Donc je suis rentré à l'école d'art de Pau pendant 2 ans en mettant tout pour rentrer dans cette école. Et j'ai passé le concours, ça s'est bien passé. Et je n'ai pas été pris. Donc 20 ans, 2 ans, un petit diplôme, pas d'école. Hein, t'as vu, ça rebondit. Hein. Alors c'est peut-être un peu long, mais c'est juste pour dire que l'échec, entre guillemets, d'Angoulême a fait que j'ai appris la BD avec un copain qui est Roland Pignot, et qui a fait qu'on a appris tout seul, autodidacte, le métier. Et en 3 ans de travail acharné, on a enfin pu convaincre Delcourt de nous offrir un scénario. Et c'était parti. Résumé, voilà. D'accord, non mais c'est très bien. Donc à classer dans les auteurs passionnés depuis le début, qui Oui. rêvaient de devenir auteurs de BD. Exactement. Et qui se sont acharnés jusqu'à y Acharné, arriver. autodidacte. D'accord. Important. D'accord, on va passer la parole à Elsa Krim, votre comparse. Oui, donc bonjour, merci de me donner la parole. Moi je suis Elsa Krim, j'ai un parcours un peu plus atypique et on va dire que je suis, malgré mon âge, jeune dans le milieu de la bande dessinée et jeune auteur et scénariste donc, d'une bande dessinée avec Fred Campoy. Et au départ c'est pas mon métier en fait, et bon voilà, moi je suis médecin donc ça n'a rien à voir.
Et c'est un espèce de grand écart que j'ai pu franchir et j'en suis ravie. Parce que je pense qu'au fond de moi, ou en tout cas jeune, je voulais aussi, j'ai toujours dessiné en fait, et j'aime le milieu artistique, sauf que moi, j'ai peut-être pas été assez courageuse ou assez douée, et je suis pas allée dans cette branche-là, et j'ai fait autre chose. Mais finalement, le passé, des fois, nous rattrape, où on a la chance de pouvoir y revenir, et je suis ravie de ça. Voilà. D'accord. Merci. Cédric Mayen. Voilà, donc moi Cédric Mayen, je suis scénariste de BD, je fais ce métier depuis 12 ans maintenant. Avant ça, je voulais être rockstar, donc j'ai raté ma carrière. T'as raté le concours? Il n'y a pas de concours pour être rockstar. Tu connais, il y a la scène. Il y a des concours. Oui, maintenant, oui, mais bon. Non, moi j'ai lu de la BD très tôt et en fait j'ai déménagé en Italie quand j'avais 10 ans. Et la BD est toujours resté un lien très présent parce que j'ai appris l'italien, par exemple, en lisant Topolino, donc le Mickey local, qui sortait tous les mercredis. Donc j'avais toujours un rapport avec la BD. Et après, je me suis dirigé vers des études de cinéma. Donc j'ai passé un master en études cinématographiques. Et après ce master en études cinématographiques, je n'ai pas trouvé de travail dans le milieu du cinéma. Et au même moment, j'ai découvert le manga. C'était le tout début de la première vague manga, on va dire aux alentours de 2002-2003, dans ces eaux-là. Voilà, donc j'ai découvert tout ce qu'il y avait à l'époque, comme sur les seinen, comme Vagabond, comme L'Habitant de l'Infini, où c'était vraiment des trucs visuellement assez puissants. Et au niveau de la narration, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les séries télé comme on les connaît aujourd'hui. C'est-à-dire où on traitait une narration sur des temps longs. Au niveau de la BD, on est aussi sur quelque chose qui ressemble plus au cinéma. C'est ce que j'allais dire. Ouais, sur des temps... Enfin, voilà, la formation a servi. La formation, elle a servi. Mais moi, ce qui m'avait intéressé à l'époque dans le manga, c'était le fait de pouvoir adapter des histoires longues sur des temps longs. Et je me suis dirigé vers une école franco-japonaise pour apprendre le métier. Et c'est là où j'ai rencontré mes premiers collaborateurs, donc Arnaud Tribou et Thomas Bouvray, avec qui j'ai fait Élémentaire, qui n'est pas une œuvre dont on se souviendra, mais qui m'a permis de mettre un pied dans le milieu de la bande dessinée. Merci. Philippe Charlot. C'est lui qui me fait rire. Mais non, c'est pas toi, rien à voir. Bonjour, je m'appelle Philippe Charlot, je suis scénariste de bande dessinée, comme Cédric Mayen, dit Z. Mais tu n'as pas toujours été scénariste de bande dessinée. Non, alors, voilà, j'étais rockstar, mais de campagne. Pour faire simple, Goscinny disait... Le jour où j'ai compris que le scénario de bande dessinée était abordable par le premier imbécile venu, j'ai su que j'avais trouvé ma vocation. J'ai trouvé que ça s'adaptait assez bien à ce que j'étais. C'est vraiment délicieux pour les autres ce que tu es en train de dire là quand même. Hein. Non, mais il n'y a que Cédric et moi. Bah non, il y a Amélie quand même. Je te rappelle que c'est la présidente de l'édition. Enfin. Mais oui, mais est-ce que j'ai tendance à l'oublier, excuse-moi. Donc voilà, en fait, et après c'est du hasard. Envie de changer de vie, envie Tu avais quel âge? de me frotter à autre chose. Donc rappelle le début, donc tu faisais de la musique. J'avais pas tout à fait 50 ans. Oui, et tu étais musicien professionnel. Voilà, exactement. Et c'était un peu l'envie de faire autre chose, plutôt casanier, donc la bande dessinée. Et après, c'est par la rencontre d'un ami commun que nous avons avec Fred, qui un soir de bière m'a dit à 2h du matin, j'ai toujours pensé que tu devrais faire de la bande dessinée. Et j'y avais jamais pensé. Goscinny est l'ami de 2h du matin alors. Comment? Goscinny est l'ami... Voilà, en gros c'est ça, deux grandes rencontres. Merci. On va passer Philippe parce qu'on va te redonner la parole par la suite. Putain mais genre, ce vent quoi. Ah oui, à moins qu'il ait signé un album dans l'année qu'on ne me l'ait pas dit. Non. J'ai rien signé. Ah bon, pourquoi? Mais pourquoi? Moi je me présente, donc je m'appelle Amélie Sarne. À la base je suis romancière, je suis venue à la BD un petit peu plus tard, donc moi en gros je me définis comme une raconteuse d'histoires. Que ce soit, voilà, je raconte des histoires par les mots ou par les images.
Et en ce moment, je travaille sur 2 séries qui sont les 2 séries les plus importantes pour moi en ce moment. C'est la série que j'ai avec Lise, que vous pouvez voir dessiner, ou pas d'ailleurs. Peut-on voir Lise dessiner? On ne peut pas? Peut-on? Je suis sûr qu'on va pouvoir. J'en étais Oui, sûr. voilà. Ouais. Donc voilà, on travaille sur une série. Lise a réalisé un magnifique album qui s'appelle Rose et Croc. Et là, elle est en train de travailler sur le tome 2. Et comme elle est extrêmement consciencieuse, elle est venue sur le salon avec son travail et elle travaille en attendant les lecteurs pour dédicacer. Et elle a gentiment accepté de venir dessiner devant la caméra. Et voilà, moi je suis super fan. Après, vous faites bien ce que vous voulez, mais moi je suis juste super fan. Donc je fais waouh, c'est trop beau. Et la deuxième série que je fais que j'adore, c'est avec Laurent Audouin qui est juste à ma droite. Une série qui s'appelle Sacré-Cœur, hein, dont on est super fiers, super contents. On n'est pas que fiers, en fait, on s'amuse bien en la faisant. C'est surtout ça, on s'amuse bien. Bon, pratiquement toute la profession sait qu'on s'est énormément frité, mais que voilà, ça va mieux. Ou pas d'ailleurs. Non, c'est pas vraiment frité une fois. Ouais, allez, un peu quand même. Et, et on est super content aussi parce que je ne sais pas si vous avez vu, alors c'est un peu anecdotique en fait par rapport à la série, parce que nous on est content, on écrit la série, Laurent la dessine, on l'invente, on raconte l'histoire de ce personnage, mais on vient de savoir que ça allait devenir un dessin animé dont vous pouvez voir le trailer en fait qui passe de temps en temps sur cet écran. Et c'est vrai qu'on est hyper fiers de ça, donc c'est hyper cool. Et du coup, voilà, je vais passer le micro à mon petit camarade. Voilà, moi je suis Laurent Audouin, je suis illustrateur d'albums jeunesse. Voilà, je suis sur scène juste parce qu'il y a Lucien Rollin qui filme et j'aime bien quand Lucien il filme. Voilà, donc je repasse le micro. Voilà. Et vous voulez pas nous parler de votre parcours à vous? Ah oui. C'était la question du début, mais c'est pas grave, on peut y revenir. Mon parcours, oui, je suis illustrateur, ça fait longtemps maintenant. C'est mon seul métier, j'ai jamais fait un autre métier de ma vie. Hein, voilà. J'ai commencé dans des magazines comme J'aime lire, tout un tas de magazines pour la jeunesse. Et puis après, j'ai commencé à faire des albums. Et puis un jour, j'ai rencontré Amélie. J'avais illustré un de ses textes pour un livre de poche. On s'est retrouvés sur un salon du livre en Charente. Et on s'est dit, j'aimerais bien travailler. On ne se connaissait pas à ce moment-là, j'avais illustré son texte, mais je ne la connaissais pas. Elle ne me connaissait pas. Et ensemble, ça a vraiment matché au niveau des univers. Et on a créé donc, notre personnage de Sacré-Cœur, ce petit garçon qui fait des aventures dans Paris. En 1900, voilà. Et on l'a créé il y a 11 ans maintenant. Ça fait 11 ans qu'on travaille ensemble et on en est à on va commencer notre 14e album ensemble. Voilà. Alors j'en profite pour préciser que Sacré-Cœur se voit consacrer actuellement une exposition à la médiathèque. Ah oui. Exposition qui va durer pendant un mois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette exposition qui de la vie générale est quand même très 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 réussie? Ouais, alors effectivement, à la médiathèque, juste à côté, à 100 mètres là, il y a l'exposition de toutes les machines de Sacré-Cœur. C'est-à-dire, c'est un petit garçon qui est bricoleur, qui fabrique des machines un peu fantastiques, un peu à la Jules Verne, pour les aventures. Et moi, avant de dessiner, j'ai besoin de modèles. Et comme il n'y a pas de modèle de ces machines, je les fabrique toutes en amont, avec des objets de récupération. Donc l'exposition regroupe toutes ces machines, donc ça fait quand même 13 albums. Donc il y a toutes les machines qui sont présentées, plus, parce que l'exposition, elle est vraiment immersive, il y a tout un tas d'autres machines qui sont fabriquées pour que les enfants les essayent. C'est animé, il y a des mains de momies qui sortent, voilà. C'est vraiment une exposition à voir. Et m'a-t-on dit, ça plaît beaucoup aux petits? Ouais, c'est une expo amusante. Toucher la BD, c'est quand même autre chose. Ouais, c'est ludique, c'est très très ludique, voilà. Voilà ce que je peux dire. Merci. Philippe, je t'ai honteusement sauté le tour tout à l'heure, c'est parce que tu n'es pas auteur de BD, donc présente-toi s'il te plaît. Je suis libraire de BD depuis 20 ans, librairie Bachi Bouzouch. Voilà, et je suis ravi d'être là avec les auteurs palois présents sur ce plateau au festival. Et tu nous as très gentiment permis de monter cette série d'auteurs de BD, puisque c'est toi qui nous as un petit peu guidés. Nous, on est plusieurs dans l'équipe de Sud-Ouest Béarn à apprécier la BD. Donc on connaissait tous Wilfried, qui n'est pas là, mais qui aurait bien aimé, m'a-t-il dit. Il est à Lyon en train de faire plus ou moins la même chose, m'a-t-il expliqué. Exactement. Et donc tu nous as aidés. Est-ce que tu vas pouvoir nous aider aussi aujourd'hui à peut-être mieux parler de... D'abord, certains ont parlé de leur début, d'autres de leurs œuvres. Ouais. Donc on va faire l'aller-retour. Ceux qui ont parlé de leur début vont parler également de leurs œuvres. Donc, si tu veux bien leur donner la parole et présenter leurs œuvres au début, avant qu'ils en parlent. D'abord, nous avons M. Fred Campoy et Elsa Akrim, qui viennent de sortir un album chez Delcourt, collection Coup de tête. Voilà. Coup de tête, c'est une collection consacrée au sport et
et avec que des gens connus. Voilà, donc là, le premier, c'est sur Tony Estanguet, et ça s'appelle Tony, l'enfant des rivières. Voilà. Oui. Et il y aura un deuxième tome qui sortira au moment des Jeux Olympiques. Non. Dans début 2023. Ah bon, d'accord. Certainement pour Angoulême. Par contre, en 2024, pour les JO, il y aura une intégrale avec peut-être un petit carnet en plus, quoi. Très bien. Ensuite, nous avons Cédric Mayen avec Fabien Nappé qui est sûrement en train de dédicacer. Donc, ils viennent de sortir une BD qui s'appelle Les Frères Michelin. C'est une biographie sur les Frères Michelin jusqu'aux années 40 à peu près. Enfin, au moment de l'entrée en guerre, on va dire. Et voilà, vous pouvez voir les planches originales à la librairie en bas. Très belle expo. Ouais, voilà, très jolie expo. Cédric, il avait fait autre chose avec justement, on peut dire sa femme, Lucie Mazel. Ils avaient travaillé sur Edelweiss. Voilà. Ensuite, donc, dans les absents, nous avons donc Lucie Mazel également. Dans les auteurs palois, à côté de moi, Philippe Charlot. Dans les absents, Wilfried Lupano. Alors Philippe Charlot, lui, il a un parcours atypique, il vous l'a raconté un petit peu. Et Oui. il travaille avec plein d'auteurs différents, pas forcément des palois. Ça peut être du one-shot, ça peut être du plusieurs tomes, voilà. Je voulais raconter, à ce propos, je voulais raconter une petite anecdote, parce que quand j'ai interviewé Wilfried, au-delà du fait qu'on était parents d'élèves tous les deux et que je l'avais interviewé par téléphone et qu'on ne savait pas qu'on se croisait tous les matins à l'école en allant chercher nos gamins, jusqu'à ce qu'on s'identifie. Et puis il me parle de son parcours, donc improbable, puisqu'il était dans le monde il tenait un bar, il en a monté plusieurs, ses parents tenaient un bar à Pau. Et puis il m'a dit, puis j'étais à Toulouse et j'ai monté un bar. Et c'était évidemment le bar qui était à côté de chez moi quand j'étais moi-même à Toulouse. Le Filochard, je ne sais pas s'il y a des Toulousains parmi vous, mais le Filochard qui est au bout du Bron de Pierre, qui est une institution des nuits béarnaises. Et d'apprendre que ce bar avait été monté par une superstar de la BD d'aujourd'hui, qui était aujourd'hui à Pau, c'était quand même assez drôle pour moi. Une sacrée coïncidence. Ouais. Une sacrée coïncidence. Alors après, dans les auteurs palois qui viennent d'arriver récemment, nous avons Léo Kiévreux qui est ici, qui a sorti 3 albums pour l'instant aux éditions Matière. Nous avons également dans les auteurs palois qui ne sont pas présents, Stéphane Fert. Oui, qui a dessiné pour Voilà. Wilfried Lupanos. Exactement, quand le cirque est venu, et qui avait fait également Morgane chez Delcourt. Enfin, tout ça pour dire que les auteurs palois sont de plus en plus présents, de plus en plus nombreux, et c'est de plus en plus qualitatif. À savoir aussi, si je peux me permettre de rajouter ça, qu'on a monté une association des auteurs palois qui s'appelle l'Encre Sympathique. Tout près d'ici. Et on a un local donc, associatif qui est à 50 mètres d'ici et qui nous sert d'atelier en fait. C'est-à-dire que l'association est ouverte à tous les auteurs, mais l'atelier c'est pour les résidents, donc notamment Fabien qui est en train de dédicacer Michelin là-bas, Lucie, on a aussi sur les auteurs locaux Sylvain Brosset qui nous a rejoint, Vincent Lefebvre, qui est un touche-à-tout absolument génial, autant en animation qu'en dessin de presse, qu'en illustration pour enfants qu'en BD. Voilà, donc on a une asso locale d'auteurs de BD avec un QG, quoi. Je vais ajouter Valentin Maréchal qu'on a rencontré récemment et dont l'un de mes collègues va tirer le portrait. Il va faire partie de la série de... Voilà. Et Valentin Maréchal, en fait, moi je l'ai eu en tant que client quand il devait avoir 8 ans, à peu près. Et je découvre par l'intermédiaire d'un coup de téléphone de Stenkis que en fait, Valentin Maréchal, c'est bien le même Valentin. Il est palois, il habite Bordeaux maintenant. Et voilà, donc on est ravis de le recevoir aussi au festival. Que le temps passe vite. Moi, je vais vous refaire un petit tour de table pour vous poser une question sur quelles sont, selon vous, les qualités principales qu'il faut pour se lancer dans ce métier. Qu'on ait commencé tard ou au début, qu'est-ce qui, selon vous, fait que vous avez été en capacité de faire ce métier? Parce que nous, quand on nous pose la question aux journalistes, c'est simple, la curiosité. Point. Vous, c'est plus compliqué quand même. La ténacité. Voilà, c'est ça, la ténacité, ouais. L'envie de raconter des histoires que peut-être on n'a pas lu dans d'autres livres aussi, peut-être aussi, hein. Essayer d'imaginer, voilà, avec toute modestie, hein, quand même. Mais et surtout, moi, je me rends compte que
je dessinais pas bien enfant, je lisais par contre beaucoup. Et tout ce que je dessine, finalement, c'est marqué par des lectures qui m'ont fortement marqué quand j'étais enfant. Donc c'est ça, en fait, retrouver ces univers. Je sais que moi, j'adorais Hergé, Tardy, après Jules Verne. Et je sais que c'est mixer un peu ces univers-là. Je me rends compte maintenant adulte que c'est ça qui fait que ça a construit l'univers que je dessine maintenant, en fait. Voilà. C'est ces lectures d'enfants qui sont très ancrées en moi et qui ressortent à ce moment-là, quoi. Voilà. Après, pour revenir à quelque chose de plus terre à terre et moins du domaine de l'enfance, mais plus du domaine de l'actuel, je pense que tous les auteurs de BD, on a tous vécu des longues périodes de pain noir, où on a accepté des contrats qui étaient souvent pas à notre avantage pour pouvoir se lancer dans le monde de la BD. Il ne faut pas oublier que faire un succès en bande dessinée, c'est souvent une erreur statistique. C'est-à-dire qu'une BD qui se vend à plus de 10 000 exemplaires, il y en a 3% sur les 6 000 qui sortent par an. Donc vendre plus de 10 000 exemplaires d'une BD, c'est donc déjà faire potentiellement un succès, c'est une erreur statistique. Et ça veut dire que 97% de la production de BD, c'est des gens qui galèrent. Et que dans ce métier, tu apprends la galère. Tu apprends à galérer pendant 10 ans avant que tu commences à avoir un rythme, tu saches négocier tes contrats avec les éditeurs, avec les éditeurs te fassent aussi confiance. Ça vend du rêve. N'est-ce pas? Non, c'est bien. Non, mais... Ils vendent du rêve, non, ils vendent du réalisme. Non, c'est du réalisme, mais par contre, je pense qu'on est tous là aussi parce qu'on s'est tous accrochés. On s'est tous accrochés à cette passion, à cette envie de raconter des histoires, même en sachant que des fois on le fait à perte. Mais, je sais pas, pour moi la ténacité, le fait de bouffer ses morts pendant 10 ans avant de pouvoir enfin avoir les contrats que t'attends, à pouvoir faire les projets, aussi atteindre la maturité. Parce qu'on est, comme dans toutes les pratiques artistiques ou sportives, on est dans les 10 000 heures. C'est-à-dire que tu deviens vraiment bon dans ce que tu fais en le faisant énormément. Si tu le fais en dilettante, tu arriveras jamais à passer cette espèce de barre qui te permet d'en vivre. En fait, c'est surtout ça. Et voilà, je pense qu'on est dans cette pratique des 10 000 heures au niveau de la BD. Il faut atteindre ça, et pour atteindre ça, il faut avaler des couleuvres pendant longtemps avant que ça commence à percer. Mais une petite question, Cédric, qui peut s'adresser aussi bien à toi qu'à d'autres personnes sur le plateau. Est-ce que vous êtes plusieurs générations d'autrices et d'auteurs sur ce plateau. Est-ce que le fait qu'il y ait des auteurs qui étaient déjà confirmés au moment où des auteurs de ton âge ont tenté de se lancer, est-ce que le fait qu'il y avait déjà des auteurs confirmés présents dans le paysage, c'est quelque part quelque chose qui rassure et qui donne envie d'avancer avec un peu plus de confiance? Oui et non. Oui, dans le sens où tu vois qu'il y a des gens qui en vivent et qui peuvent en vivre, et que donc ça ne se limite pas au statut de passion, mais que c'est vraiment un métier. Et de l'autre côté, ce qui a fait, je pense, beaucoup de mal au milieu de la BD pendant les 20 dernières années, mais c'est en train de s'améliorer un petit peu, c'est que les auteurs installés ne discutaient pas avec les jeunes auteurs de des contrats qu'ils signaient ou de combien ils touchaient à la planche. Donc en fait, quand un jeune auteur... Excuse-moi, je t'interromps. T'as jamais rencontré des auteurs quand plus j'ai âgés commencé... ou qui travaillaient depuis plus longtemps que toi, qui voulaient bien t'aider et te donner leur contrat? Quand je suis sorti... Ouh, les vilains! Non, mais quand je suis sorti d'école... Quand je suis sorti d'école, avec les deux copains, on est allé démarcher Glénat pour faire notre... On ne connaissait personne dans le milieu. Et quand on a commencé à faire des dédicaces à droite à gauche, on ne parlait pas d'argent. C'est un milieu dans lequel on parlait très peu d'argent. Et c'était compliqué. Parce que du coup, on ne savait pas ce qu'était un bon contrat, un mauvais contrat. De plus en plus, ça commence à devenir quelque chose où on parle des 10% de droits d'auteur pour les auteurs, on parle de remettre du fixe dans les contrats. C'est-à-dire aujourd'hui, on est payé uniquement en avaloir, c'est-à-dire en avance sur les droits d'auteur qu'on devrait toucher si notre livre se vend. C'est-à-dire qu'on n'est à aucun moment payé pour notre savoir-faire ou pour notre expérience. On est payé sur les estimations de ce qu'on va rapporter à un éditeur en pourcentage. Et aujourd'hui, de plus en plus, on commence à reparler de fixe, ce qui était la réalité dans les années 70 ou 80, quand les auteurs étaient payés, on leur achetait le fait de réaliser les planches, et après, une fois que l'album sortait, on leur payait des droits d'auteur. Et aujourd'hui, on est dans un système où on nous fait des avances sur les futurs droits d'auteur qu'on devrait toucher avec les ventes d'albums.
Et là, on est sur, je pense, un changement de paradigme où c'était quelque chose dont on n'a pas parlé pendant 20-30 ans. Les éditeurs ont beaucoup fait leur beurre dessus et c'est en train de revenir. C'est-à-dire que dans les revendications des jeunes auteurs, alors je ne sais pas si j'en fais partie parce que je commence à avoir un âge qui ne me définit plus comme jeune, mais dans ceux que je vois qui arrivent, ils ont déjà ces revendications-là. De se dire on ne se laissera pas manger comme ça a été avant. Les uns et les autres, un peu, donc je vais passer le micro. Est-ce que, je ne sais pas, Amélie par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui peut un petit peu polluer la créativité, justement, de savoir lire un contrat et de garder toujours à l'esprit le côté pratique des choses? Comment est-ce que vous arrivez à gérer comme ça ce côté créatif avec le côté plus réaliste qu'implique tout simplement le métier d'auteur de BD? C'est toute la difficulté. Là, je rejoins complètement ce que vient de dire Cédric. C'est vrai que ça fait partie des choses compliquées. Tout ce que tu viens de dire et tout ce que tu as dit est parfaitement vrai. Il faut qu'on se batte pour être payé correctement. C'est vrai que... Alors moi, je suis une génération au-dessus de celle de Cédric, mais même quand je suis arrivée jeune, il y avait déjà des gens au-dessus de moi. Et les tarifs commençaient à baisser, moi, quand je suis arrivée, il y a une trentaine d'années, et c'était terrible. Heureusement, effectivement, depuis, on a commencé à se battre, etc. J'espère qu'on en fait effectivement bénéficier les petits jeunes qui arrivent. Mais ce n'est pas toujours vrai, parce que, pour la raison que tu viens d'évoquer, c'est compliqué. On arrive avec des histoires à raconter, parce que je ne sais plus qui a dit ça, pour être auteur de BD, il faut avoir des trucs à raconter et surtout envie de les partager, parce que des trucs à raconter, tout le monde en a, et avoir envie de les partager et avoir envie d'apprendre à le faire, parce que voilà, tout ça, ça prend du temps, et il faut avoir suffisamment envie pour en avoir le temps. Et il faut en même temps savoir lire un contrat, défendre un contrat, ce qu'on appelle très rapidement savoir se vendre. Moi, j'ai horreur de ça, comme la plupart d'entre nous. Je veux dire, j'ai horreur de ça, je ne sais pas le faire, ça m'ennuie, j'aimerais que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Moi, je rêve d'un système à l'anglo-saxonne où on a un agent qui le fait à notre place. Personnellement, ça m'irait très très bien. J'ai pas, moi, envie de parler de fric, mais bien sûr, comme tout le monde, j'ai eu des enfants à élever qui, heureusement, sont élevés depuis longtemps, et un loyer à payer, des courses à faire. Et j'avais rien envie de faire d'autre de ma vie, donc j'ai bien été obligée de m'y mettre. Et je suis toujours obligée de m'y mettre. Est-ce que ça nuit à la créativité d'être obligée de penser à ça? Je pense que c'est pareil, ça dépend des gens. Malgré tout, je pense qu'il y a des gens... Moi, longtemps, ça a été vrai, et ça l'est probablement encore, le fait de ne pas savoir à plus de 3 mois ce que je vais gagner et comment je vais payer mon loyer, honnêtement, pour moi, c'est plutôt moteur. Voilà. J'ai fait une fois dans ma vie un job où j'étais payée tous les mois, quoi que je fasse. Je me suis vite fait chier, c'était pas que pour ça, mais quand même. Et je pense qu'il y a une partie de ça qui fait que c'est moteur quand même. Moi, je sais que j'aime bien être un peu comme ça sur le fil du truc, à me dire, bon, on ne sait pas, on verra. Voilà, je suppose que ça doit me plaire quelque part. Oui, moi, ça fait partie du truc que je trouve chiant dans le métier. On est obligé de jongler avec ça. On n'est pas des artistes dans le sens pur et dur du terme, où on fait des trucs de notre côté et puis un jour, peut-être, quelqu'un les vendra. On fait partie d'une industrie, on produit des choses qui restent des produits, et ça, faut pas l'oublier, ça fait aussi partie de notre boulot. Ça, c'est pareil, je pense que c'est individuellement, il y a des grosses différences. Personnellement, moi, quand j'écris, la plupart du temps, presque tout ce que j'écris, pas tout, mais presque tout ce que j'écris, je pense au lecteur quand je l'écris. C'est pas toujours vrai, mais c'est vrai la plupart du temps dans mon cas. Donc oui, je suis tout à fait consciente de faire partie d'une industrie, d'être le maillon d'une chaîne qui se respecte en amont et en aval, et qui, du coup, demande aussi à être respectée, comme vient de le dire Cédric. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, en fait. Oui, c'était très bien. Elsa, qui est partie plus tard du coup dans le métier, est-ce que vous aviez cette vision aussi de la réalité des choses? Est-ce que c'est moins de l'abnégation, du coup, vous n'êtes pas parti de très loin en disant je vais y arriver, Comment ça s'est amené à vous et comment vous y êtes accroché? Déjà, je remercie d'entendre ce regard-là, en fait, et cette expérience, parce que c'est l'envers du décor, on va dire. Ça, on ne le voit pas quand on lit une bande dessinée, et c'est intéressant. Et après, moi, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, et il y en a beaucoup aussi. Je suis ravie d'être là, et je suis extrêmement respectueuse et honorée d'être avec tous ces artistes. Après, j'ai pas le même regard. Donc moi, je pense que je vais répondre à l'opposé de ce qui a été dit là. Parce que je suis
pas dans la même case, on va dire, pour l'instant. En fait, moi, ce projet, en fait, je pense que je suis arrivée là parce que j'aime la création, mais c'est aussi avec une grande naïveté. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas eu ces contraintes. Finalement, j'étais un peu plus libre, entre guillemets. Je n'ai pas eu ces contraintes, mais je n'ai pas la même carrière non plus. J'ai pas eu ces contraintes d'argent, etc. Après, heureusement, je l'ai fait avec Fred, et qui a été aussi le garde-fou, et avec des choses plus réalistes. Mais je pense que si j'avais pas été aussi naïve, jamais je me serais lancée dans cette aventure. Et c'est maintenant, en voyant tous ces artistes, toute cette bande dessinée, que je me dis, je ne sais pas si c'est de la prétention ou plutôt de la naïveté, d'avoir proposé ce scénario à Fred et de m'être lancée là-dedans. Et j'en suis ravie. Donc moi, je dirais que moi, je suis arrivée là par naïveté, et aussi par... il y a quand même une part de passion, de la créativité, en fait, d'être créatif. Et c'est le pendant de mon métier de médecin. Mon médecin, la médecine, c'est l'anti-création. Il le faut. C'est-à-dire que... Il vaut mieux éviter la créativité. Pardon ? Il vaut mieux éviter la créativité. Voilà. Il ne faut pas, parce que mais chaque métier est différent. Mais un petit raté éditorial, désolé. Voilà. Et après, voilà, moi, en tant que médecin et qui côtoie la mort, la création, c'est quelle liberté. C'est aussi, comme vous le disiez, pour moi, enfin, c'est pas moi qui l'ai dit d'ailleurs, c'est finalement Albert Camus, il disait créer, c'est vivre 2 fois, ou plusieurs fois même. Et voilà, ça résume un peu moi ma philosophie, enfin, voilà, mon parcours là. Et Philippe, qui a eu 2 vies artistiques, pas mal quand même. Alors, pour résumer, c'est pas un métier facile, évidemment, mais c'est un métier qui a tellement d'avantages, où tu es tellement libre de faire ce que tu veux, globalement, tu vois. Moi, je suis un peu gêné par alors je veux pas être désagréable avec mes camarades, tu vois, mais moi, je trouve que quand on est en dédicace, je préfère quand les gens viennent et quand on leur parle des histoires, que de les voir arriver en nous disant « Ah ben on a entendu, hein, c'est dur pour vous. Hein. » Ça, parce que effectivement, on a des difficultés, on gagne pas très bien notre vie, mais on fait un métier qui adore. Il y a plein de métiers où on gagne pas très bien sa vie. On en fait partie. Je trouve que c'est plus intéressant dans ce genre de moment d'essayer de faire passer du rêve, comme je disais, que d'essayer de faire passer nos propres soucis qui n'intéressent que la profession. Et effectivement, les lecteurs peuvent nous soutenir vis-à-vis des éditeurs, mais c'est aussi à nous, tu vois, de nous bouger. Moi, c'est un petit peu ça qui me chagrine pas dans cette vision, parce que c'est les choses comme elles sont. Hein. Voilà, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on vende nos histoires que l'histoire qu'on écrit plutôt que nos histoires de boutique, quoi. Je dis pas ça de manière agressive. J'entends, et je vais abonder dans ton sens. En fait, et pas que. Mais je vais commencer par abonder dans ton sens. Je suis d'accord avec toi, et c'est un petit peu, même, je vais te dire ce que je me suis dit en nous entendant parler. Moi aussi, en fait, je suis comme toi et comme nous tous, hein, je pense. On a envie de parler de nos créations, on a envie de parler de pourquoi, on a envie de raconter telle histoire, ce qui nous a fait kiffer, ce qui nous a fait délirer, ce qui nous a fait rêver. Moi, j'ai envie de parler de Sacré-Cœur, j'ai envie de parler de Rosé Cros, j'ai envie de parler de mon prochain roman, j'ai envie de parler de mon dernier roman, j'ai envie de parler de l'univers. Et en plus, j'écris dans des univers complètement magiques et féeriques et tout ça. Et bien sûr, et il faut que les gens l'entendent, il faut pas, enfin en tout cas que les gens que ça intéresse, qu'ils puissent avoir accès à ça, et je crois qu'on en parle. J'ai juste envie d'ajouter que l'un n'empêche pas l'autre, et que c'est aussi important que justement tous ces gens qui viennent, qui sont fans de bande dessinée et qui achètent de la bande dessinée, aient conscience que la bande dessinée c'est un métier, parce que c'est aussi comme ça qu'on fait évoluer les choses. Enfin, moi je suis assez attachée au fait que les choses ne restent pas toujours de la même manière. C'est aussi comme ça qu'on fait évoluer les choses. Moi, je me souviens d'un moment, alors, désolé, on va reparler boutique, mais un moment où le snack faisait enfin, pas désolé, en fait, c'est une façon de parler. Un moment où, avec le snack, on faisait une action que je trouvais très intéressante, qui va dans le sens de l'un n'empêche pas l'autre. Les gens venaient en salon et on leur parlait de nos projets, ils venaient acheter nos BD et on parlait de tout ça et ça existait, on était dans le rêve.
Et puis, à un moment, on arrêtait les dédicaces et quelqu'un prenait la parole pour dire, voilà, vous qui venez, si vous voulez continuer à rêver, parce qu'un jour, sinon, ça va s'arrêter. Si vous voulez continuer à rêver, si vous voulez qu'on continue à vous faire rêver, ben, nous ne sommes pas des purs esprits. Voilà. Malheureusement, moi, j'aimerais bien aussi ne penser que à écrire. Malheureusement, je suis comme tout le monde, il faut que je paye un loyer et que je bouffe. Ça, c'est un fait. On n'est pas des purs esprits. Ce qu'on fait, si vous voulez qu'on continue à le faire, il faut qu'à un moment, tout le monde ait bien conscience qu'il faut qu'on en vive. Voilà. Et pour ça, il faut que vous soyez conscient, effectivement, de comment ça se passe, vous qui nous achetez. Et contrairement à ce que tu penses, moi, la plupart, ou à ce que tu penses d'ailleurs, j'en sais rien. Mais en tout cas, je ne sais pas, je vais retirer ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai discuté après qui venaient me voir en me disant « mais en fait, on ne le savait pas, on n'en avait pas conscience et ça les intéresse sincèrement ». Tu sais, c'est un petit peu quand tu dis l'histoire de boutique, de cuisine. Moi, je suis scénariste et scénariste aussi. Les gens, s'ils s'arrêtent au truc, la BD, pour eux, c'est le dessin. Moi, j'aime bien, quand les gens viennent me voir, ce qui n'arrive pas très souvent, ce que j'entends, et il n'y a pas de problème, mais ils me disent « et comment on fait un scénar ?» Parce que ça, c'est de la petite boutique et de la petite cuisine, et on pourrait dire, peu importe comment on le fait, c'est pas grave. L'important, c'est quoi? C'est que ça t'a fait kiffer, tu rêves. Ouais, mais c'est aussi intéressant de savoir comment on fait. Moi, j'aime bien savoir comment les trucs sont faits, tu vois, derrière. Donc, mais Ça, aussi, mais dire. l'un n'empêche pas l'autre. C'est tout ce que je voulais dire. Non, parce que là, tu vois bien, il y a des jeunes auteurs en puissance, là, etc. Il y en a même qui sont avec leurs parents. En repartant d'ici, les parents, ils leur disent attends, alors mon chéri, à propos, la BD, je crois que ça va être difficile. Regarde tous ces gens-là qui sont dans les difficultés. C'est tout ce que je dis. Moi, après, je pense qu'il vaut mieux vendre un peu de fantaisie, de la bonne humeur, de l'intelligence quand on en a un peu. Je trouve que les parents devraient plutôt dire à leurs enfants, on s'en fout, c'est pas grave, fais ce que tu as envie de faire, mais après... Comment? J'ai pas entendu. L'un n'empêche pas l'autre. Non, mais bien sûr, non, mais je dis pas ça. Je dis juste que, voilà, au bout de 3 minutes 12, on est parti dans des revendications notre thématique, qui existent. Et on ferait mieux de parler d'histoire, de bouquins, c'est tout ce que je veux dire. Non, mais notre thématique, c'est juste pour taquiner Cédric à la base. Il y a le parcours artistique et la réalité aussi du parcours de vie. Et puis pour vivre, souvent, il faut manger. Ouais, je comprends parce que cette discussion avec Philippe, c'est pas la première fois qu'on l'a là-dessus. Et en fait, je comprends ton point de vue dans le sens où c'est sûr que ce que tu veux quand tu as des gamins, et j'en ai un aussi, qui s'éclate à dessiner, de lui dire que c'est possible, en fait, que c'est quelque chose de possible. Parce que ça l'est. Et parce que si ça ne l'était pas, on ne serait pas là. Maintenant, il y a un autre truc qui est, dans toutes les corporations, dans tous les métiers, tu as des règles qui régissent les corporations pour que tu aies un salaire décent, pour que tu aies une sécurité dans ton emploi, pour pas qu'on abuse de toi, etc. Notre métier, il est très différent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on puisse expliquer au public. C'est-à-dire qu'on n'est pas des salariés. Nous, déjà, la nature... Oui, mais la nature de ce qu'on gagne, c'est pas un revenu du travail. C'est des biens patrimoniaux. C'est-à-dire que c'est un revenu de la production intellectuelle. C'est des droits d'auteur. Oui, non, pas les droits d'auteur. Les droits d'auteur, c'est quelque chose d'extrêmement spécifique. Et qui fait qu'aujourd'hui, on est au niveau de notre profession, on est dans un flou artistique total, parce que si tu prends le code du travail, si tu prends la loi, si tu prends tous les textes qu'il peut y avoir différents qui régissent notre métier, déjà, il n'y en a aucun qui dit la même chose sur ce qu'est la réalité de notre métier. Ce qui fait qu'en fait, on est dans un flou ultra-libéraliste total. Et ça peut être génial parce que ça veut dire que tu peux négocier n'importe quoi avec ton éditeur. Si toi, tu es en position de force avec ton éditeur, parce que tes bouquins, ils se vendent bien, tu peux négocier des bons contrats, des gros tirages, des machins, tout ça. Mais ça veut dire aussi que de l'autre côté, celui qui commence et qui est tout en bas de la chaîne, et je pense que toi, tu as commencé un peu tard et que tu avais déjà une vie et que tu t'es arrivé déjà un peu installé. Mais pour les jeunes auteurs qui commencent à 20 ans, à 25 ans, c'est très difficile. C'est des éditeurs qui leur proposent... Moi, j'ai jamais commencé dans la vie, de toute façon. Hein. Non, mais c'est des éditeurs qui arrivent et qui leur proposent des tarifs extrêmement bas, du 80, 90 € la page.
pour un album qu'ils vont mettre 1 an et demi à faire et avec lequel ils vont pas pouvoir se nourrir. Et c'est là où on est dans des choses où, oui, il faut en parler. Alors c'est peut-être pas au public, effectivement, sur un moment festif. Voilà. Sur un moment festif, mais C'est tout ce que je dis. Hein. Après, voilà. Je voulais juste dire qu'effectivement, la question, c'est juste, est-ce que c'est l'endroit pour en parler? Mais peut-être. C'est-à-dire, il faudrait demander aux gens si ça les intéresse ou pas. Parce que le début de la discussion, c'était qu'est-ce qui vous a amené à la BD? Souvent, c'est le rêve d'enfant, etc. Mais il faut quand même avouer qu'à un moment donné, moi, par exemple, ça fait 25 ans, j'ai tout fait pour ne vivre que de la BD. Donc j'ai bossé, j'ai fait des séries, j'ai été très motivé, je suis encore motivé, j'ai bossé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à un moment donné, arrivé à l'âge de 30 ans, peut-être 35 ans, on commence quand même à vouloir avoir une petite vie de famille, un appartement, enfin en tout cas de... Voilà. Ah oui. Enfin, Même les artistes ont le droit à une vie de famille. Exactement. Et donc à un moment, la BD, si ça marche pas comme on espérait, ça ramène pas assez de sous, il faut bien quand même trouver des combines. Donc moi qui aime la transmission, et j'ai toujours... quand j'étais gamin, je rêvais d'être prof. Donc c'est justement chez Bachy, c'est Vincent qui m'avait dit « Pourquoi tu donnes pas des cours de dessin de BD ?» Et donc j'ai dit ouais, pourquoi pas. On a essayé chez Bachy Bouzouk. Ça a démarré avec 4 élèves, après 8, après 15, après 20. Et donc j'ai vu là la façon de continuer mon métier par passion et plaisir, tout en ayant un petit salaire de prof. Alors ça, c'est mon parcours. Et je sais que certains font de la pub, d'autres vont être peut-être musiciens, dessinateurs, ou d'autres vont être je ne sais quoi. Mais je pense qu'il y a moyen de continuer son rêve, sa passion, avec des petites magouilles, entre guillemets. Enfin, c'est pas de la magouille, c'est juste de trouver un métier à côté. Mais le souci, c'est que quand tu es dessinateur, normalement, pour faire une BD, il faut quand même beaucoup travailler. Donc tu passes 7-8 heures par jour, sur 5-6 jours de la semaine. C'est dur d'avoir 2 métiers. Voilà. Il se trouve que l'enseignement demande... Moi, je fais 11 heures par semaine. J'ai un moyen salaire, mais au moins, je peux faire de la bande dessinée. Donc, il y a moyen de trouver des compromis. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas mentir non plus en se disant que c'est un métier c'est un métier formidable, mais pas évident. Et puis concurrentiel, peut-être que Philippe, tu peux nous dire un mot sur l'état du marché en termes de volume. Parce qu'on dit qu'il y a de plus en plus de BD qui se vendent, de plus en plus de sorties. Est-ce que ça veut dire qu'il faut de plus en plus d'auteurs? Alors, il n'y a pas forcément plus de BD d'une année sur l'autre, même s'il y a une petite augmentation. Il y a des maisons d'édition qui coulent, il y en a qui se créent. Sur les auteurs, je pense qu'on est à peu près équivalent depuis 4-5 ans. Il y a eu le Covid aussi. Il y a eu pas mal de projets qui ont été avortés, qui sont en frigo aussi chez les éditeurs. La BD, pour l'instant, le marché stagne, il faut le savoir. Et par contre, c'est le manga qui explose. Donc voilà. Après, sur les auteurs, effectivement, il y a une BD qui peut très très bien marcher alors qu'elle n'était pas attendue. Et une autre, on sait que de toute manière, elle va fonctionner dès la sortie, quoi. C'est la règle un peu de la vente, quoi. Ça dépend des sujets. Mais il est toujours possible de se lancer aujourd'hui dans le métier. Oui. Il y a de plus en plus. Il y a toujours autant de jeunes. Il y a de plus en plus d'écoles et de plus en plus de choses qui aident aussi les auteurs à devenir plus professionnels dès le départ. En fait. Et en fait, plus que jamais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait 25 ans qu'on est dans un serpent de mer qui est celui de la surproduction. On dit qu'il y a trop de production, que les éditeurs produisent trop, alors que le marché des lecteurs, lui, n'augmente pas. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour un jeune auteur de se lancer parce qu'il y a tellement de maisons d'édition, il y a tellement de possibilités qu'il n'y avait pas forcément il y a 20 ans. Quand il y avait 1000 sorties par an, là, quand on a 6000, forcément, ça veut dire que le marché s'est aussi élargi et que, comme le disait Philippe, moi, je fais partie d'une génération de gens qui sont sortis d'école. Je suis sorti d'une école spécialisée dans la narration BD. Et ça, c'est des trucs qui se sont ouverts surtout vers la fin des années 90, début 2000. Et voilà. Pardon, vas-y. Non, j'écoute attentivement tout ça et en fait ça a fait écho à mon tout petit parcours là, de jeune autrice, voilà.
En fait, quand on a commencé la BD de Tony, c'était ce qui nous intéressait, enfin ce qui m'a intéressé en tout cas, moi je ne veux pas parler pour Fred, mais c'était comment on devient un grand champion, comment on devient un champion olympique, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, comment on y arrive, comment on part d'un point A à un point B. Et en fait, vraiment j'étais intéressée par ça. Et en me plongeant dans l'histoire, dans sa famille, c'était un véritable travail aussi dans le cadre. Et je me suis rendu compte que le parcours d'un champion olympique, alors nous on n'est pas champion olympique, mais faire une BD c'est un parcours aussi. Et c'est aussi, on part d'un point A, on arrive à un point B, et nous on a mis 4 ans pour le faire, et je me suis rendu compte, parce qu'au départ j'étais très naïve, comme je disais, qu'en fait il y a énormément de travail, ça prend énormément de temps, il faut énormément d'énergie, et c'est un parcours aussi du combattant, avec des hauts et des bas, et je me dis quand un album sort, qu'il soit vendu ou pas, eh bien on a un peu notre médaille à nous quelque part. Enfin ça a été mon ressenti, et finalement, je ne m'y attendais pas, mais j'ai pu faire une espèce de parallèle entre un grand champion olympique et comment tout le parcours depuis l'enfance, et puis finalement un peu le parcours de quelqu'un qui veut faire une bande dessinée. Et je dirais juste autre chose aussi. C'est un peu différent de ce que vous avez dit, mais c'est mon regard. Et c'est très intéressant de voir les contraintes, comment c'est difficile de réaliser une bande dessinée. Mais il ne faut pas oublier, moi je voudrais dire une chose pour finir pour moi, c'est merci. Merci quand même à tous ces auteurs, à tous ces gens qui sont dans la création, parce qu'on est dans une société, je parle que pour moi, ce n'est que mon avis, qui est hyper formatée, de plus en plus formatée, avec un discours unique, et on oublie que quand on est enfant, il faut croire en ses rêves, et il faut persévérer, et il faut tenir bon, et aussi, une société pour moi sans création, c'est antidémocratique, et c'est une société qui meurt. Et pour moi, merci d'être là, merci d'avoir votre regard chacun singulier sur le monde. C'est ça qui fait qu'on est humain et qu'on est vivant. Merci. Bravo. Bravo. Moi, du coup, excuse-moi, j'avais envie de te poser une question, si ça ne t'embête pas. Parce que tu disais tout à l'heure, donc tu es médecin, c'est ta première BD, donc tu es scénariste. En fait, ça vient aussi d'une discussion que je viens d'avoir avec Philou. Parce que je remarquais que, je le sais, je suis bien placée pour le savoir, il n'y a pas d'école. Alors, pour devenir scénariste, si toi, tu as fait une école pour devenir scénariste ? Pardon, excuse-moi, du coup. Moi, j'ai fait une école pour apprendre la narration manga. Mais c'est quoi cette école ? J'avais pas forcément envie de la citer. D'accord, ok. Voilà. Mais je savais, mais t'as pas besoin d'être dessinateur pour l'intégrer. Non, mais ça, t'en as de plus en plus des D'accord, cours de scénario. À la FEMIS, par exemple, tu as des cours de scénario. Alors, pas forcément tourner BD, mais à partir du moment où tu apprends le scénario, tu peux l'adapter à tout. Ça, je suis bien d'accord, mais... De plus en plus, à Angoulême, je crois, il y a une option scénario maintenant. Oui, une option. Oui, c'est que ça commence. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est ça. En fait, là où je voulais en venir, pardon, je m'embrouille un peu, mais c'est habituel. Là où je voulais en venir, c'est qu'écrire un scénario, c'est assez technique. Genre, moi, je suis romancière, comme je disais au départ, je suis romancière. Moi, je sais écrire des histoires avec des mots. Et ça, effectivement, il n'y a pas non plus d'école pour, mais on l'apprend en lisant plein d'autres romanciers, on l'apprend à l'école, machin, etc. Puis après, on se démerde un peu sur le tas. Mais il a fallu que j'apprenne, moi, le métier de scénariste. Alors, j'ai eu du bol, j'ai rencontré un scénariste qui m'a appris, en fait, à faire un découpage, ce que c'était les plans, enfin, tout ce qu'on appelle la grammaire de l'image. Comment t'as fait, toi ? Moi, bon, après, ça fait plus de 10 ans que j'écris, mais pour moi, en fait, voilà, j'ai commencé par écrire des petites scénettes de théâtre aussi, puisqu'avec Fred Campoy, on s'est rencontrés sur des planches de théâtre. Après, écrit une pièce de théâtre. Après, voilà, ça fait longtemps que j'écris, mais c'est dans des tiroirs. Et puis là, je me suis un peu lancée, en sachant que j'aimais beaucoup la bande dessinée comme depuis l'enfance. J'avais pris enfant des cours de bande dessinée, même si c'est pas le même travail scénariste et des cours de bande dessinée. Et c'est pour ça que je disais que je ne me sens pas forcément légitime, hein, mais après, j'ai appris aussi auprès de Fred Campoy, énormément. Et je lui dis merci. On a fait un travail de collaboration, en fait, du début à la fin. Alors, moi, je n'ai pas ces talents de dessinateur, mais on a travaillé vraiment ensemble pendant 4 ans, y compris... Alors voilà, je voulais participer à tout. C'était au scénario, au découpage, aux cases, planche par planche, bulle par bulle, texte par texte. On a fait ça ensemble et j'ai énormément appris à ses côtés et j'ai écouté. Après, par contre, quand on a commencé le projet, il m'a dit, tiens, il m'a donné des livres, tu lis ça. Et je l'en remercie. Sauf qu'en fait, je n'ai jamais dit, mais j'ai rien lu. parce que je suis peut-être tête de mule et je ne voulais pas être formatée. Et je me dis, mais c'est peut-être un tort. Et
Et donc je voulais être libre et faire ce que je veux et pas que quelqu'un m'apprenne et me dise comment je commence, comment je fais le milieu et comment je finis pour plaire aux gens. C'est pas ce que je veux. Je voulais créer, je voulais être dans la passion et je voulais apprendre. Mais voilà, après, c'est parce que je suis dans une position qui me le permet et qui est particulière. Et ce n'est pas mon métier. Après, maintenant j'ai envie d'apprendre. Maintenant que je me suis dit c'est possible, eh bien maintenant je demande, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de comprendre, mais je ne veux pas oublier qu'au départ, je pense que si on est trop formaté et si on veut trop plaire à des gens, c'est-à-dire je pense que l'autre il pense ça. Non, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Donc, et des fois, je pense que les succès, ils arrivent aussi parce que justement, on n'est pas en train de penser pour l'autre et qu'on le fait un peu spontanément. Ce n'est que mon avis, hein, mais j'ai soif d'apprendre maintenant. Voilà. Ouais, il y a une chose qui est géniale dans notre métier, à tous les trois là, c'est qu'il n'y a pas d'école. C'est génial. Il n'y a pas beaucoup de métiers maintenant pour lesquels il n'y a pas d'école. Des métiers qualifiés, on va dire, avec qui demandent une certaine qualification. Donc en fait, chacun bricole. Chacun fait sa culture comme il peut, en lisant, en venant du roman, en venant de la musique, en venant de modiste. Chacun met son petit puzzle en place et je trouve ça super. J'espère qu'il n'y aura jamais d'école de scénario. J'espère. Il y a des livres, il y a des gens à rencontrer. Les scénaristes sont des gens bavards. Donc tu vas avoir un scénariste, il va te répondre. Hein. Alors là, il va te répondre et tu ne vas même pas pouvoir le couper. Donc c'est super, j'adore ça qu'il n'y ait pas d'école, j'espère qu'il n'y en aura pas. Ouais, parce que le seul truc que tu peux apprendre par rapport au scénario, c'est une forme de nomenclature, c'est didascalie, dialogue, comment tu le places. Après, chacun écrit comme il veut, tu as des scénaristes qui vont écrire case par case, tu as des scénaristes qui vont écrire page par page, tu as des scénaristes qui vont écrire séquence par séquence. Et c'est il y a des scénaristes qui vont avoir envie d'avoir un regard sur toute la réalisation et sur les cadrages. Tu as des scénaristes comme moi où totale liberté au dessinateur et après on voit ce que le dessinateur propose sur le storyboard et on adapte. Ce qui est important, je pense, dans le métier de scénariste, surtout en bande dessinée, c'est que notre force, je pense, c'est de réfléchir la narration. La narration en BD, c'est quelque chose de très précis. Une page de BD, comment dire, tu ne dois pouvoir la faire lire que dans un sens et naturellement. C'est-à-dire qu'un lecteur de BD, quand il voit la page, il doit pouvoir comprendre par où ça passe, sur quel visage ça s'arrête, sur quelle bulle tu lis en premier, puis en deuxième, puis en troisième. Et ça, c'est des choses que tu apprends avec l'expérience, mais comme tu le dis, il n'y a pas d'école pour apprendre à faire ça en fait. Tu apprends à faire en faisant. Tu apprends à faire en voyant sur quoi les gens bloquent sur ce que tu fais, parce qu'on a par contre un métier, une corporation assez géniale où en général si tu demandes à un collègue dessinateur ou scénariste de relire ton travail, il va le faire. Il va te jeter un coup d'œil sur ce que tu fais. Bon, des fois il va te tailler. J'ai une expérience comme ça sur Edelweiss avec Wilfried Lupano où il a lu la toute première version et la toute dernière. C'était sévère ? La première version, ça a été très sévère. Ouais. La première version, on est allé manger un burger qui, je crois, était le pire de ma vie parce que vraiment, il m'a avoiné tout le long. Mais c'était pas méchamment. C'était vraiment, il a pointé tout ce qui n'allait pas en fait dans l'histoire, tout ce qui faisait qu'elle était faible par rapport à l'idée de base qui était bonne. Et du coup, le soir même, je suis rentré à la maison, j'ai réécrit tout le scénario, je lui ai renvoyé. Et le jour d'après, j'avais juste un message qui me disait « c'est bien ». Et après ça, je lui ai plus rien fait relire jusqu'à la toute dernière. Donc, avant que tu fasses ce qu'on appelle le bon à tirer, le BAT, c'est-à-dire le moment où tu envoies à l'éditeur le final, tu as ta dernière relecture. Avec les pages finalisées, les dialogues dans les bulles, mais c'est pas encore parti en impression. Et donc je suis allé chez Wilfried avec ça, et là, sur 2-3 scènes, il m'a repris 2-3 trucs, mais très intelligemment en fait. Là, tu dis quelque chose, mais c'est le contraire de ce que tu veux faire passer comme sentiment. Et voilà, et ça a été vraiment, il m'a fait modifier 5-6 bulles, mais ça a été génial. J'ai appris plus ce jour-là qu'en ayant écrit tout l'album. Voilà. Et je me souviendrai toujours de Wilfried qui me disait que lui, quand il écrit, il a toujours un client du Philochard sur l'épaule, le mec un peu bourré, qui arrive, qui fait « mais pourquoi t'as écrit ça ?» Voilà. Il a toujours un pote bourré sur l'épaule qui se fout un peu de la gueule de ce qu'il écrit pour mettre un point de vue extérieur à sa propre écriture et être en capacité de voir ce qui pêche dans ce qu'il écrit. Et ça, je pense que c'est un des trucs les plus compliqués à mettre en place, c'est développer ton propre œil critique sur ce que tu racontes.
Et parfois, le métier de scénariste, t'écris toute une histoire autour d'une scène ou d'une idée et tu te rends compte à la fin que cette scène ou cette idée, en fait, c'est le point faible de tout ce que tu as développé. Et que des fois, il faut savoir tuer ses chéris. Il faut savoir enlever cette scène qui était super importante pour toi parce qu'elle dessert tout ce que tu as pu créer sur l'évolution de tes personnages. Et voilà, ça s'apprend vraiment avec le temps et il n'y a pas d'école pour ça, à part celle de la vie. Merci, on arrive au bout, il est 17h passé. On arrive au bout de cet échange. Je vous remercie beaucoup. Vous pourrez le retrouver sur sudouest.fr dans les jours qui viennent. Merci encore à BD Pyrénées de nous avoir invités. Merci à chacun d'entre vous. Merci. Merci beaucoup. Et à bientôt.